Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin répondre à un commentaire de Éric B. Qui a fait sur un de mes des vidéos, il m'a demandé les choses suivantes. Einstein compare la gravité à une accélération constante et en fait son principe d'équivalence. Exemple, de la personne dans l'ascenseur dans le vide qui est accélérée avec une vitesse d'accélération constante. Mais qu'advient-il de cette personne et de ce principe lorsque l'ascenseur atteint la vitesse de la lumière? Son énergie est alors infinie. C'est une question. D'abord, M. Éric, il faudrait... j'avais divisé pour répondre à votre question en deux parties. D'abord, je vais vous parler brièvement de la relativité générale. Comme on le sait, j'ai fait 3 capsules là-dessus. J'ai fait séparer ça pour que ce soit comprenable. Albert a trouvé son principe d'équivalence avec... ça lui a pris beaucoup de temps à trouver ça. Là. On ne sait pas comment, ça a peut-être pris 5-6 ans, on ne sait pas. Avec un laboratoire céleste et un sur la Terre. Et un était dans le ciel ou dans le cosmos où il n'y a pas de gravité. Ça, c'est une méthode de pensée. Parce que dans le cosmos, la gravitation est partout. Et il s'est dit, si mon petit ange donne une accélération A vers le haut au laboratoire céleste, qui A est égal à V, que se passe-t-il? C'est alors qu'il réalise que les poids dans le laboratoire céleste où il n'y a pas de gravité, et ceux sur la Terre vont arriver exactement au plancher, à la même vitesse et suivant le même temps. Parce que A est égal à G. De là, il en conclut que son principe d'équivalence vaut pour toutes, disons, les phénomènes physiques qui se passent dans l'univers. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a joué avec les horloges. Là, je vais essayer d'être assez vite, là, que les horloges lumineuses, s'il y en a une qui est située au plafond, puis une au plancher, si la petite ange donne une accélération vers le haut, les horloges vont décaler. Et celle qui est située au plancher va aller moins vite que celle qui est au plafond. Ça, si vous allez voir mes vidéos, vous allez comprendre facilement comment cela se fait-il. Et de là, il passe à un rayon lumineux dans le laboratoire céleste. Il éclaire. Le petit ange va donner une accélération A vers le haut. Et l'observateur sur la Terre et dans le laboratoire va éclairer avec sa lampe de poche le mur. Et dans le cosmos, il va éclairer exactement le mur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le rayon va s'incurver vers le bas. Et avec son principe d'équivalence, Einstein réalise que sur la Terre, même si le laboratoire est immobile, le rayon va s'incurver sur le bas. Mais ça, c'est très, très infime, ça. On ne peut pas voir ça à l'œil nu, là. C'est impossible. C'est une déviation, là, que... En tout cas, c'est très, très petit, mais le principe est là. Et de là, il va passer au Soleil. Il s'est dit, si un rayon lumineux passe près du Soleil, qui est une très grosse masse, le rayon devrait s'incurver en descendant vers le rouge. C'est de là qu'il y a... C'est de là que Einstein en a conclu que nous vivions dans un espace-temps courbé. Ça, c'est en général, là, c'est la... de façon générale, ça, c'est la relativité générale d'Albert Einstein, qui date de 1915. Mais, avant, que s'est-il passé avec Albert Einstein? En 1905, qu'est-ce qu'Albert Einstein a fait avec la relativité restreinte? Ici, j'ai mis un petit dessin, là. Voyez-vous, ça, c'est la formule qui vient de la relativité restreinte. Si vous allez voir la relativité restreinte dans mes vidéos, vous allez voir que la racine carrée de 1 moins V2, la vitesse de la masse, sur la vitesse de la lumière, ça, c'est un terme négligeable dans notre monde. Parce qu'on ne va pas assez vite. Là, mettons qu'on va à 100 km à l'heure. Si vous multipliez 100 au carré par 300 000 au carré, c'est négligeable. Mais plus vous augmentez la vitesse, en dehors de notre limite à nous autres,
plus l'énergie cinétique va venir importante. Et qu'est-ce qu'Einstein a fait? C'est là, quand j'ai lu votre vidéo, votre réponse, là, votre question, votre vidéo sur le sujet de l'énergie qui tend vers l'infini, qui est infinie, je vois que vous comprenez, disons, très bien la forme de la masse du transfert à l'énergie. C'est une équation. Voyez-vous, qu'est-ce qu'Einstein a fait? Il a dit la masse totale est égale à M0, qui est la masse au repos du corps, plus son énergie cinétique. Et s'il ramène ça, s'il traverse le M0 l'autre bord, ça va être égal à 1/2 V2 sur C2. Et de là, il conclut que la masse est égale à l'énergie sur C2. Si vous divisez ça, là, vous allez arriver, là, énergie sur C2. Et MC2, ça c'est l'énergie. J'aurais dû mettre un E là, ça aurait été plus facile à comprendre. MC2 est égal à E. Ça, c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie. C'est pour ça que je dis que vous avez bien compris ce qu'Einstein a voulu nous laisser en 1905. Autrement dit, il y a une équivalence entre la masse d'un corps et son énergie. Sauf que Newton ne savait pas. Si vous prenez une petite courbe que j'ai faite, là, Newton, lui, disait que l'énergie cinétique est égale à 1/2 mv2. Ça, c'était la formule là, que tout le monde qui était connu dans le temps. Là. Mais il n'y avait pas de limite à la vitesse. Ce qu'Albert Einstein fait, suite aux équations de Maxwell, qui lui avait dit, dans ses équations, que la vitesse de la lumière devait être finie. Devrait être finie. Il n'a pas dit infini, il a dit devrait. Parce que dans ce temps-là, c'est en 1870, ça. La vitesse de la lumière était bien finie. Ce qu'Albert a fait avec la relativité restreinte, il a mis une limite à la vitesse qu'on peut atteindre dans l'univers. C. C'est pour ça que cette formule-là est très, très importante. On ne peut pas dépasser dans l'univers la vitesse C. Regardez la courbe de Newton. Lui, il n'y avait pas de limite à la vitesse. 1/2 mv2, l'énergie cinétique. Vous pouvez aller jusqu'à l'infini, calculer l'énergie cinétique d'un corps, mais ça ne marche pas de même dans la nature. La vitesse limite de tout corps matériel est égale à C. Donc, si vous prenez la formule d'Einstein, E est égal à M0 plus 1/2 de mv2. À ce moment-là, si vous traversez ça l'autre bord, l'énergie totale moins M0, vous allez avoir l'énergie cinétique. Et ça veut dire que si vous êtes... C'est impossible, mais si vous atteignez la vitesse limite dans l'univers qui est C, 300 000 km/s, vous cessez d'exister. L'homme qui était dans l'ascenseur, et avec l'ascenseur qui s'en va réussir à atteindre la vitesse de la lumière, il n'existe plus. Il devient un immense paquet d'énergie. Et c'est ça que ça veut dire. À ce moment-là, dans la masse au repos, c'est égal à MC2. Comme vous voyez, si vous prenez 1 kg d'acier ou 1 kg de plume, quoi que vous voulez, si vous multipliez par C2 au carré, imaginez-vous, c'est 300 000 multiplié par 300 000, imaginez-vous l'énergie qu'il y a là-dedans. Mais aujourd'hui, on peut juste extraire une petite quantité d'énergie à partir de la matière avec la fission nucléaire, là, des bombes atomiques, ces choses-là. Et quand vous voyez une bombe atomique, c'est une infime partie de l'uranium fissible là, qui s'est transformé en énergie. Et j'espère, monsieur Eric, que ce petit vidéo va vous éclairer sur la façon dont le grand Albert nous a laissé en 1905 et 1915 ce qui gouverne encore de nos jours toute la cosmologie et une grande partie de la physique quantique. Sur ce, je vous dis au revoir, merci et à la prochaine.